France Maghreb 2. Le grand forum de ce 5 novembre 2018 avec cette question du jour et cette grande opération de blocage des routes qui est prévue, vous le savez, le 17 novembre afin de dénoncer la hausse des prix du carburant. Soutenez-vous cette initiative? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Comme tous les lundis, l'entretien du LGF avec notre invité aujourd'hui, un livre bouleversant, L'enfant égaré, signé Brahim Karmaoui qui sera avec nous tout à l'heure dans l'entretien du LGF. Pour nous accompagner aujourd'hui, Audrey Pronosti avec dans un instant vos appels au 01 40 33 9000. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour pour ce grand forum, l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble. Pour commencer, nous prenons la direction de Marseille où on a appris ce matin que 2 bâtiments se sont effondrés et qu'un 3e d'ailleurs menace de s'effondrer. Elle a tout vu pratiquement et elle était à côté d'ailleurs. Elle s'appelle Sally. Bonjour Sally. Oui, bonjour Christophe, bonjour. Que s'est-il passé ce matin aux alentours de 8h du matin? Alors 8h du matin, je me suis mis à la fenêtre et je vois une foule de pompiers, de SAMU, de policiers. Je descends pour voir ce qui se passe et c'est l'effondrement de 2 des immeubles. Et ils sont toujours là, il est 4h, ils sont toujours là. Et on risque l'effondrement d'un 3e immeuble. C'est des vieux immeubles à la Rideauban, dans le 1er arrondissement Marseille. Et on recherche des victimes. Voilà, il y a deux personnes qui ont été blessées là, légèrement, hein. Et là, on est à la recherche d'autres victimes. Voilà. Est-ce qu'on a un bilan pour l'instant ou pas encore? Il y a un bilan, peut-être quelques victimes, mais ils sont toujours en train de chercher parce que, ouais. Voilà, ils ont essayé de joindre toutes ces personnes qui habitaient cet immeuble et personne ne répond. Et c'était voilà. des grands bâtiments, Sally? C'était des bâtiments de combien d'étages? De 4 à 5 étages, mais c'est de vieux immeubles. Ouais. Et quand on parle d'effondrement, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien? Il n'y a plus rien. Maman, les pompiers qu'il y a, la police. On ne peut pas passer. Voilà, il n'y a plus rien. Ouais. Il n'y a plus rien. Il y a Monsieur Godin qui est là, il y a le préfet, il y a le maire de 1er 7e arrondissement qui est là, Madame Sabine, il y a beaucoup de monde. Voilà. Sally, est-ce qu'il y a eu un gros bruit? Ça a été important le bruit? Ah oui, c'est très important. Ouais. Il y a une cellule de psychologique sur place. Voilà, il y a beaucoup d'ambulances, il y a beaucoup on peut pas passer, là, je suis en train de faire le tour par le Colliotour pour aller rejoindre quelques journalistes et je ne veux pas passer non plus. Ouais. C'est partout. Bon, en tout cas, voilà. Sally, donc là, ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement ces 2 immeubles se sont effondrés. Il ne reste plus rien, c'est ce que vous nous dites. On est à la recherche on est à la recherche de victimes qui seraient peut-être sous les combles. De victimes, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc il y a un important dispositif policier et des marins-pompiers parce qu'il y a un 3e immeuble qui menace. Beaucoup de marins-pompiers, beaucoup de policiers, tout est coupé. Ouais. On ne peut pas passer. C'est dangereux. Le secteur. C'est très dangereux. Le secteur, peut-être pour indiquer à ceux qui nous écoutent, le secteur dans Marseille, c'est en plein centre-ville, hein? C'est en plein centre-ville, la Rideauban, c'est là où l'immeuble s'est fondu. Et là, vous avez la police Collioto, qui est la rue qui est parallèle à la Rideauban, rue Estelle, Refangat, voilà, tout sur rue, on ne peut pas passer. Ouais. Voilà, il y a tout le monde là, il y a Godin qui est là, Monsieur Godin qui est là, il y a Monsieur le préfet. Il y a tout le monde est là. On dit que cet immeuble était squatté. Il était squatté, c'est une rue qui est squattée, et l'autre qui est à côté aussi risque d'y tomber. Il y a un 3e, ils ont peur déjà. Ils ont très peur. Merci beaucoup en tout cas Sally pour avoir répondu à nos questions. Voilà, en tout cas, ce qui s'est passé donc ce matin à Marseille, donc l'effondrement de 2 immeubles, il ne reste absolument plus rien. Et un 3e immeuble, donc effectivement, menace de s'effondrer. Ça s'est passé donc ce matin en plein centre-ville, à 2 pas de la Canebière, à Marseille. Et Sally, donc, qui était sur place, nous a raconté un petit peu ce qui se passe. C'est un important dispositif policier, marins-pompiers, également des responsables politiques sont là sur place, de Jean-Claude Godin, Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Samia Ghali, la maire du 3e et 7e arrondissement. Bref, ils sont tous là pour bien évoquer ce qui s'est passé ce matin. Donc l'effondrement de ces 2 immeubles et ils sont à la recherche de victimes. Audrey Pronosti, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va, chère Audrey? Écoutez, ça va, mis à part le temps, mais bon, ça, de toute façon, il va falloir s'habituer. Mais bon, après, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est surtout les nouvelles que vous venez d'annoncer. Elles sont pas très réjouissantes.
Effectivement, donc pour l'instant on recense à peu près une dizaine de blessés, mais toujours à la recherche donc de victimes qui seraient donc enfouies dans les gravats quoi. Donc ils sont en train effectivement de rechercher et on aura des informations certainement au cours d'émission. Invité de l'entretien du LGF, c'est un véritable parcours étonnant, un livre bouleversant que j'ai lu pas plus tard qu'hier et ça m'a un peu retourné, je dois le dire. Ça s'appelle L'Enfant égaré, c'est l'histoire de Brahim Karmaoui qui sera avec nous tout à l'heure entre 17h et 18h. C'est une auto-production, enfin de ce livre en tout cas, auto-édition, je cherchais le mot exact. Ouais. Donc Brahim Karmaoui qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour son entretien à l'occasion de son livre. Je le verrais bien d'ailleurs en film, cette histoire. Ah ben en plus c'est vrai que quand j'ai pris connaissance aussi de son histoire, je me suis dit mais même un scénario, enfin je veux dire c'est filmesque. Je suis entièrement d'accord avec toi Christophe. Même si on voulait en faire un scénario, enfin je veux dire c'est juste hallucinant son histoire. C'est à se demander comment il fait pour être aussi positif parce que on le verra tout à l'heure, mais ouais il est admirable. Pour l'instant, direction la route. Et la route, c'est la hausse des carburants. Justifier cette hausse inconsidérée des taxes sur les carburants par l'écologie, je l'ai déjà dit une fois et je le redis, c'est malhonnête. Il est complètement sourd, non seulement aux propositions des Républicains, mais complètement sourd à la colère qui monte. Et on a un Premier ministre qui, là, d'une manière assez nonchalante, nous dit que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Les préparatifs se poursuivent pour la journée d'action du 17 novembre contre la flambée des prix du carburant. Après l'Auvergne hier, image ici du côté d'Albi avec ce rassemblement de gilets jaunes. Ils étaient 130 à avoir répondu à l'appel de ces gilets jaunes. Nous serons aux côtés de nos compatriotes parce que le message du gouvernement qui est celui de dire aux Français serrez-vous la ceinture et faites de la place, il y en a d'autres qui arrivent, il n'est plus entendable et plus acceptable par les Français. Que j'appelle à bloquer les routes, la réponse est non puisque je suis une responsable politique. Est-ce que je comprends que les Français se mettent en mouvement, la réponse est oui, parce qu'il faut reculer là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est le blocage des routes et cette journée d'action annoncée le 17 novembre prochain. Journée de blocage et quand on voit la carte d'ailleurs de tous ces blocages, il y en a un certain nombre et ça risque d'être extrêmement compliqué ce jour-là, en tout cas de circuler. Et ce qui est intéressant dans cette initiative, c'est que c'est une initiative citoyenne. Ça vient du peuple. Donc c'est une initiative, donc un appel au blocage pour dénoncer la hausse des carburants avec cette augmentation considérable qui n'est pas prêt d'ailleurs de s'arrêter visiblement puisque Macron entend maintenir le cap, n'entend pas lâcher. Le Premier ministre l'a également lui rappelé de son côté dans le Parisien. Dans les dernières nouvelles d'Alsace pour ce qui est du président en pleine tournée donc en ce moment, Audrey, est-ce que tu soutiens cette initiative ? Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de s'organiser, il faut être capable d'exprimer ce qui va pas. Et puis en plus, à la base, je pense que beaucoup n'y croyaient pas. Et puis petit à petit sur les réseaux sociaux, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur en fait. Je m'en suis vraiment rendu compte en fait. Oui, avec cette vidéo d'ailleurs d'une certaine Jacqueline Monroe. Exactement. Et à la base, quand elle l'a fait, elle l'a même pas fait pour. J'ai pas utilisé le terme buzz, mais finalement ça a fait le buzz. 5 millions de vues. Ouais, 5 millions de vues, c'est hallucinant. C'est ça. Et ouais, pour le coup, quand elle a fait cette vidéo, c'était effectivement pour exprimer un certain mécontentement que beaucoup de Français partagent, et d'où son succès. Et je pense que elle va peut-être, malgré elle, être considérée peut-être comme une égérie de ce mouvement. En tout cas, elle a effectivement bien fonctionné cette vidéo. On vous pose la question, est-ce que vous soutenez cette initiative de blocage des routes le 17 novembre prochain pour dénoncer la hausse des carburants? Vous répondez sur Facebook, vous êtes 90% à soutenir sur Facebook, un petit peu moins sur Twitter, LGF officiel, Facebook France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter, puisque vous êtes là 67% à soutenir cette journée d'action du 17 novembre. Vous nous appelez, vous, au 01 40 33 9000. Est-ce que ça vraiment ça vous ennuie, cette hausse des carburants, vous qui êtes peut-être sur la route, obligé d'ailleurs d'être sur la route, que vous soyez représentant, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez encore routier, taxi, que sais-je encore, bref, tous
toutes celles qui ont besoin effectivement de la voiture pour se déplacer, pour aller travailler. Et ces augmentations, eh bien, représentent quand même un plus, un gros plus même dans le porte-monnaie. Est-ce que alors que le gouvernement nous dit que le pouvoir d'achat va augmenter, pas sûr finalement, parce que voilà, c'est des taxes considérables. Et je crois d'ailleurs, Audrey, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un monsieur qui s'est amusé sur Twitter à analyser les augmentations qui ont été faites sur les carburants, et si on avait fait la même chose pour le SMIC, on serait à 3 000 € le SMIC. Ah bah. Voilà. Oui. C'est pour vous dire. Oui. Hein, non, c'est clair. Et il y a aussi une analyse qui a été faite pour éventuellement proposer une alternative en faisant du covoiturage. Et là, effectivement, ça pourrait permettre éventuellement, encore de faire des économies, surtout pour le contribuable, mais aussi ça serait de l'argent en moins dans les caisses de l'État. Mais bon, après, je pense que le mouvement, moi, j'ai bien l'impression que ça va un petit peu au-delà quand même de ce problème de hausse de carburant. Ah oui. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un mécontentement beaucoup plus large derrière tout ça, en fait. Mohamed de Saint-Germain-en-Laye est avec nous. Bonjour Mohamed. Bonjour Alexis, c'est avec moi toute l'équipe et à tous les auditeurs. Mohamed, vous faites quoi dans la vie, avant toute chose? Je suis enseignant. Ouais. Je suis enseignant et à mes enseignants contractuels et à mes heures perdues, je fais du VTC. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça engendre concrètement pour vous, cette hausse des carburants? Ça a une augmentation considérable dans le budget? Exactement, c'est bien ça le problème, vu qu'on est sur Paris, qu'il y a pas mal de VTC. Ouais. Les prix n'augmentent pas, ça reste stable, mais de l'autre côté, on a les prix des carburants qui explosent. On est en train de se poser des questions, notre chiffre d'affaires baisse, je pense même limite à abandonner ce métier-là pour me concentrer uniquement à faire de l'enseignement. Mais bon, j'aurais beaucoup de temps de libre. Ouais. Donc tout ce qui est métier avec le gasoil, là, ça est en train de nous étrangler, Est-ce que le fait que le gouvernement crée des possibilités pour changer de voiture, parce que c'est un peu l'objectif recherché, hein, est-ce que vous avez l'intention de changer de voiture? Avec Paris 2020 où les diesels seront interdits, on n'a pas le choix, il va falloir passer au Toyota. Ouais. Toyota hybride, la seule qui vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, même en termes de voitures françaises, il n'y a rien il y a rien de qualité en fait. Ouais. Et vous soutenez donc cette journée d'action? Vous allez vous-même faire partie des bloqueurs? Moi, j'ai envie d'aller prendre des photos pour voir à quel point ça va partir en cacahuète. J'ai hâte de voir ça. C'est le spectacle de l'année. Bon, merci Mohamed en tout cas, et bon courage pour la suite, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nouvelle augmentation prévue effectivement dès le 1er janvier prochain pour ce qui est du gasoil, donc qui est maintenant beaucoup plus cher, qui équivaut à l'essence et qui même parfois d'ailleurs dépasse le prix de l'essence. En tout cas, est-ce que ça va vous inciter à changer de voiture avec ces primes qui sont mises à disposition des gens? Je crois que c'est jusqu'à 2 000 € maintenant. Exact. Si vous revendez votre ancienne voiture pour en acheter une nouvelle, faut-il encore avoir le budget? Parce que bon, acheter une voiture, ça représente quand même un budget, c'est pas gratuit. Donc voilà, est-ce que 2 000 € ça suffit? Est-ce que ça va permettre à beaucoup de gens de renouveler, de changer de voiture? En tout cas, on parlait de Jacqueline Moreau, qui a fait une grosse vidéo de 3 heures, hein. Oui. C'était énorme, hein. 3 heures. 5 millions de vues. Je vous propose de l'écouter dans cette toute dernière vidéo qu'elle a fait, donc il y a pas longtemps, et je vous propose juste derrière d'écouter la réponse, et c'est assez hallucinant. C'était hier dans la journée plutôt, de la secrétaire d'État à l'écologie, qui sur Facebook a répondu dans une vidéo live à Jacqueline. Écoutez. Justifier cette... Non, c'est pas ça du tout, c'est plutôt ça. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous les amis. Je voulais tout d'abord vous remercier de l'émulation qu'a créée une simple vidéo comme la mienne. J'ai eu des témoignages de la France entière, et pas que de la France. J'ai été sidérée de lire certaines histoires parce que j'ai lu tous vos messages, j'ai lu tous les témoignages, tous les commentaires. Évidemment, j'ai pas pu répondre à tout le monde, je suis complètement submergée. Donc, évidemment qu'on va pas laisser tomber cette émulation comme un flanc. Oui, il faut que tout le monde soit dans la rue le 17 novembre prochain. L'occasion est trop belle. Et on va quand même pas leur faire ce plaisir de se bouger un petit peu, hein, et puis eux ils se disent ça va retomber comme un flanc. Non, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. On s'en fout de qui a voté quoi.
On s'en fout de quelle couleur vous êtes. On s'en fout de quel parti politique vous êtes. Aujourd'hui, nous allons créer, le 17 novembre prochain, le plus grand parti de France jamais créé, celui du peuple. Et donc, je vous invite tous à descendre dans la rue le 17 novembre. Il faut absolument qu'on se bouge. Donc tout le monde, j'ai eu des témoignages de retraités, évidemment, les AVS, les infirmiers, les petits entrepreneurs, les compagnies routières, enfin j'ai eu des témoignages de dingue, des gendarmes, des policiers, des militaires, toutes les corporations m'ont écrit. Donc, on va se bouger, n'est-ce pas? Parce que maintenant, ils vont comprendre ce que c'est que d'avoir les Gaulois réfractaires dans la rue. Les sans-dents, les illettrés, tout ça là, c'est terminé. Ils peuvent continuer là, les patriches, parce que c'est bientôt fini. Donc je vous attends tous dans la rue, n'est-ce pas? Le 17 novembre, je ne sais pas où je vais aller, sans doute je suis bretonne, donc je vais certainement rejoindre la plus grande ville près de chez moi, mais en tous les cas, soyez-en. C'est important. Et je pense que ça peut être une date qui va marquer l'histoire. Bonjour, ici Emmanuel Vargon. Je suis secrétaire d'État à l'écologie et je suis là parce que je voudrais réagir au coup de gueule que Jacqueline a poussé sur les réseaux sociaux pour partager 2-3 faits avec vous. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Notre politique en matière de voiture, elle est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changement climatique. Plus de sécurité, oui, ça veut dire plus de radars. Et je voudrais rassurer tout le monde, le produit des amendes va intégralement au financement de la sécurité routière. Donc ce n'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça, c'est pour améliorer la sécurité routière parce que encore aujourd'hui, la route tue. Voilà, c'était la réponse donc de la secrétaire d'État à l'écologie hier sur Facebook, donc à Jacqueline Moreau. Petite rectification, la vidéo qui a fait 5 millions de vues n'a pas duré 3 heures, non, c'est un live qu'elle a fait après qui a effectivement duré 3 heures, mais la vidéo en tant que telle, la première, n'a pas duré 3 heures. Alors, je vois que ça intéresse, ça interpelle en tout cas cette journée d'action. Audrey, tu nous disais tout à l'heure à juste titre d'ailleurs que peut-être que cela dépasse le fait principal de la hausse des carburants. Peut-être que c'est un ras-le-bol général, que cette initiative est plutôt la bienvenue pour montrer à quel point les Français en ont marre, tout simplement. Jacqueline Moreau le dit très bien, hein, comme moi je vais pas dire Jacqueline, hein, comme Emmanuel Vargon, parce que c'est pas ma copine Jacqueline, mais pour le coup, elle le dit très bien. Il y a eu quand même un certain nombre de corporations qui l'ont contacté, ouais. Et vraiment pas des moindres. Enfin, je veux dire, c'est assez divers et varié. Donc effectivement, on peut effectivement se poser la question si ce mouvement va pas un petit peu plus loin que cet élément-là, en fin de compte, hein. Je veux dire, la hausse des carburants, c'est une chose, bien sûr, ça concerne tous les Français, parce que qui n'a pas besoin d'utiliser de l'essence ou du ceux qui n'ont pas de permis, ceux qui n'ont pas de voiture. Oui, voilà. Mais bon, je veux dire, par indirectement, ça concerne tous les Français. Je veux dire, qui n'a pas besoin d'utiliser, et à la limite, j'ai même envie de vous dire, même ceux qui n'ont pas le permis, ils vont prendre le bus, ouais, ça va avoir un impact. Ouais. Indirectement. Mohamed de Paris est avec nous. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Moi, j'avais juste une question à vous poser. Oui, Mohamed. Pourquoi les chauffeurs poids lourds, donc la corporation des routiers, n'ont pas dit un mot là-dessus? Pourquoi ils n'ont pas dit un mot? Alors, je sais pas, moi, pourquoi ils n'ont pas dit un mot. T'as une petite idée, Mohamed? C'est qu'il doit y avoir un bisbis avec l'État. C'est obligé. Parce qu'en aucun cas, les chauffeurs poids lourds, avec l'augmentation et comment que ça peut pomper un camion, ouais, pour laisser passer ça comme ça sans réagir. C'est vrai que c'est les premiers. C'est vrai, ouais, non mais t'as raison. C'est les premiers. Je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose là-dessous, on nous le dit pas, et après on va le découvrir, j'en suis sûr. Bon, ouais, bonne remarque Mohamed. Merci en tout cas pour ta remarque. Bonne à très bientôt. Naïma aussi est avec nous. Salut Naïma. Bonjour. Naïma nous appelle d'où? De la Savoie. De la Savoie. Ah, très jolie la Savoie. Dans quelle ville exactement la Savoie? La petite Chambéry. Ah, village Les Molettes. Ah oui, je connaissais bien Challes-les-Eaux.
Ah, Challes-les-Eaux, où il y a le lac. C'est sympa là-bas, ouais, c'est sympa. Naïma, vous êtes embêté, vous, avec la voiture, le prix des carburants là-bas, en Savoie? Ah bah ouais, là, ça fait un peu trop, là. Parce que nous, moi, personnellement, je suis à la campagne. Ouais. Donc, si je vais aller chercher une baguette de pain, c'est 6 kilomètres. Ah oui. J'emmène mon gamin au boulot parce qu'il a à peine 18 ans, il a pas encore le permis. Donc, ouais, je vois l'aiguille, ouais, c'est bon, là, ça fait trop. Puis c'est un ras-le-bol de tout, c'est toutes les taxes, il y en a trop. Est-ce que vous êtes... C'est les clopes, c'est le timbre, c'est les impôts, c'est... en fait, l'essence, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Audrey, notre chroniqueuse, qui disait, finalement, je pense qu'au-delà de... Ah oui, au-delà de l'essence, c'est un ras-le-bol général. Il y a toute la politique gouvernementale qu'on subit depuis Sarko, Hollande, maintenant Macron... Non, c'est pas possible. Vous serez dans la rue, vous, le 17 novembre, Naïma, ou pas? Ah oui, moi j'y serai, moi. Ouais. En fait, le mouvement, il est parti de chez moi. C'est moi qui ai lancé ce truc, en fait. Mais c'était, moi j'avais appelé ça la grève des automobilistes. Ouais. Bon, après, c'est bien que ça fait un truc comme ça. Bon, je m'y attendais pas et je vais pas montrer qui je suis, passer devant les caméras. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est qu'on est en France. Mes parents étaient immigrés. Je suis une arabe. D'origine algérienne, j'ai une nationalité française, je me suis fait naturaliser, j'ai changé mon prénom à l'époque en 90, j'ai rechangé pour reprendre mon vrai prénom Naïma. Voilà, parce qu'on a un problème en France, ça va pas. L'identité, on dit c'est l'identité, mais c'est pas une question d'identité, c'est une question, il y a pas de travail, l'école ça va pas, les iPads ça va pas, la justice ça va pas, les hôpitaux ça va pas, il y a rien qui va. Et tout augmente. Bon, donc, en tout cas, 2008, moi je tiens mes comptes, tout augmente. Et le problème, les salaires ne montent pas. Ils sont pas augmentés. Si on augmentait encore les salaires, il aurait fallu déjà augmenter les salaires depuis l'euro. On l'a pas fait. Déjà le transfert entre francs et euros, on s'est fait avoir. Ça a été difficile. Au-dessus. C'est clair. Quand nous, les anciens, parce qu'il faut parler aussi avec les anciens, nous les anciens, on nous avait dit qu'il fallait acheter 6 œufs 50 francs, je crois pas qu'on les aurait achetés. Hein. C'est clair. 18 francs ou 18 francs la bouteille d'huile, 1 litre d'huile. Donc il y a un problème. Donc l'argent, il y en a. On peut pas dire que la France, elle a pas d'argent. Sauf il est mal réparti. Naïma, en tout cas, vous serez dans la rue, vous, le 17 novembre. Moi, j'y serai, ouais. Je suis bien contente que les Français, ils se réveillent, hein, pas que pour la Coupe du Monde ou pour Johnny, que pour des choses importantes, pour nos enfants, pour qu'on avance. On voit que partout dans le monde, ça bouge. Mais voilà, il y a des gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont pas le gasoil pour aller bosser. Bon, encore moi ça va, alhamdoulilah comme on dit chez nous. Mais en dessous de moi, il y en a pas mal. À l'heure d'aujourd'hui, non, ils n'ont pas les 50 € pour mettre pour faire leur système de travail. Donc oui, il faut faire comme ils disent, la transition énergétique. On n'est pas contre, il n'est pas là le problème. Mais si l'État il pose pas les billes sur la table, qu'ils mettent à sortir des voitures électriques à bon marché pour tout le monde, plus se les acheter. Moi, le week-end dernier, je suis allé voir chez Renault une voiture électrique. Vous avez vu le prix que c'est? Je finis à peine de payer ma Clio, la diesel, qu'il faut déjà retaper encore un crédit avec, non, mais on va où, là? Non, moi, personnellement, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol des taxes que l'État nous fait depuis 2-3 ans. Un ras-le-bol de tout. Donc, si les Français aujourd'hui se réveillent et se mettent tous d'accord, pas pour faire le bordel tout cassé, hein, c'est pas la révolution, hein. Nous, on veut des choses dans la paix. On veut et c'est pour ça que c'est une citoyenne. Moi, je suis une citoyenne. C'est ni Nathalie, ni Eric, c'est Naïma Bousniza. Voilà, c'est moi qui a dit. Et je l'ai dit lors d'un live, un de mes propres lives, en public, avec une copine. On a dit ça pour rigoler, voilà, ça pas fait trop, ça fait pas rigoler, apparemment, ça réveille les gens. Mais merci Naïma, en tout cas. Et j'aimerais que ma communauté, aussi ce jour-là, sorte. Bah oui, tout le monde est concerné là. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de nationalité, c'est tous les Français. Souvent notre communauté, on la met à part quand il y a des manifestations, quand il y a beaucoup de choses, comme je sais pas, des fois il y a des grands événements. Moi quand je vois la télé, je vois pas les hijabs. Voilà, on est quand même les musulmans en France, ils représentent combien de gens? Beaucoup. Merci Naïma en tout cas pour votre appel et à très bientôt du côté de la Savoie, donc proche de Chambéry, comme quoi il y a des auditeurs partout qui nous écoutent, et pour nous appeler bien sûr 01 40 33 9000 et pour continuer de voter, que ce soit sur Facebook France Maghreb 2
ainsi que sur Twitter LGF officiel. Soutenez-vous cette initiative citoyenne du blocage des routes. Donc le 17 novembre, c'est un samedi 17 novembre. C'est à l'échelle nationale. J'ai pu regarder la carte des blocages prévus jusqu'alors et ça grossit d'heure en heure, on peut dire. C'est quasiment toute la France qui est concernée, Audrey. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à percevoir comment ça va se passer, mais ça risque d'être un gros bordel ce jour-là quand même. Hein. De toute façon, à un moment donné, je pense qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est sûr. Ah, ouais. Donc voilà, mais ou alors t'es trop forte. Plus les jours passent, bah oui, mais je sais. Ça peut arriver, hein, t'es trop forte. Oui, ça arrive. Non, mais bon, quoi qu'il en soit, on va pas se mentir. Voilà, plus les jours passent et plus le message est en train de passer et plus sur les réseaux sociaux les gens s'expriment. Voilà, les gens prennent conscience que il faut faire quelque chose. Et puis en plus, je pense sincèrement, je reviens à Jacqueline Moreau parce que elle a un discours qui est, je trouve, relativement posé. Elle a même ajouté que les personnes qui ne sortiraient pas dans la rue, fallait pas les blâmer parce que certains avaient peur et qu'il fallait pas chercher à les convaincre et davantage. Et du coup, on ressent vraiment que c'est un mouvement très spontané en fait. Voilà, c'est ça. Dernier appel pour ce qui est de répondre à cette question. Samir, il nous appelle du 95. Salut Samir. Salut tout le monde. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir. Oui, je rejoins complètement cette manifestation du 17 pour bloquer ou pour manifester. Par rapport au discours en live qu'on a pu entendre du gouvernement qui n'apportait rien. Hein. C'est un discours qui a ni tête ni queue. Et non, je pense que c'est un ras-le-bol pour tout le monde. Vous serez dans la rue, Samir, le 17 novembre? Si je suis pas dans la rue, je serai dans les bouchons. Donc, dans les deux cas, je suis concerné. Vous faites quoi dans la vie, Samir? Est-ce que vous avez besoin de votre voiture? J'ai besoin de ma voiture et je travaille avec pas mal de transporteurs. Ouais. Donc la facture elle va se doubler, les tarifs vont augmenter et à la fin qu'est-ce qu'il va payer? C'est nous. Ah oui. Donc voilà l'histoire. Bon. Et aujourd'hui, si on fait un récap, il n'y a pas que le gasoil. Vous avez vu l'état des routes en France depuis un moment, depuis le changement de politique. Rien n'est fait. Vous avez pas remarqué dans les grandes villes, dans les petites villes, on a des lits de poules, les signalisations ne sont pas il y a pas, je sais pas. Dès qu'il pleut un peu, par exemple, sur région parisienne, sur la 3, c'est une catastrophe, de l'eau jusqu'au pare-choc. Le périphérique, c'est pas mieux non plus. C'est impressionnant. Ouais. Donc cette grève-là, non, elle doit être fière en tant que citoyenne d'avoir lancé ce mouvement, cette initiative. Mouvement, ouais. Et puis il est citoyen, et puis on va être derrière elle, et derrière tout le monde. Et puis voilà. Merci Samir. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel. À très bientôt du côté du 95. Audrey, dans un instant, on va parler des accords iraniens. De Trump qui en est sorti. Voilà, je vais expliquer pourquoi les États-Unis ont décidé d'engager des sanctions contre l'Iran. Et dans un instant aussi, notre invité, il est là en personne, tout beau, tout frais, Brahim Karmaoui, qui sera avec nous, auteur du livre L'enfant égaré. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on parle de cette initiative évidemment du 17 novembre prochain. Ça se passera effectivement dans les rues de France avec cet appel citoyen finalement pour cette journée d'action pour dénoncer la hausse des carburants dans tout le pays. Une pléiade de blocages sont effectivement prévus le 17 novembre prochain. Est-ce que vous soutenez cette initiative citoyenne? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Très nombreux en tout cas à répondre puisque je rappelle les derniers résultats, 90% à soutenir sur Facebook France Maghreb 2 pour voter et 67% sur Twitter LGF officiel. Vous poursuivez, vous continuez parce que votre avis nous intéresse au travers bien entendu des questions du jour. Vous pouvez le faire bien sûr, et on a écouté quelques auditrices et auditeurs qui effectivement nous ont fait part de leur soutien à cette journée d'action. On va voir si ça va avoir de l'impact tout cela. Rendez-vous effectivement ce 17 novembre. Mais avant de recevoir notre invité, avant l'entretien du LGF, je vous propose d'écouter maintenant Audrey Pronosti pour son avis tranché jingle. Alors piétinez-moi, allez-y.
Et Audrey va nous parler de la sortie des accords iraniens des États-Unis, Audrey. En effet, Christophe. Alors, c'est aujourd'hui que Donald Trump met en vigueur les sanctions contre l'Iran, celles qui avaient été levées en 2015 sous la présidence de Barack Obama avec les accords de Vienne. Et surtout, après des dizaines d'années de tensions et plusieurs mois de négociations. Alors voilà, fini. Donc, le président des États-Unis l'avait annoncé au mois de mai dernier, et ce seraient les secteurs pétroliers et financiers qui seraient clairement touchés. Dans sa démarche, il essaie d'impressionner les entreprises asiatiques ou européennes qui continueraient éventuellement de commercer avec l'Iran. Seulement voilà, les manœuvres américaines ne seront pas obligatoirement efficaces puisque tout le monde n'a pas décidé de suivre ce mouvement, mais surtout n'a pas décidé de suivre ce blocus cette fois-ci. Notamment l'Union européenne, justement, la Russie et la Chine. D'autres ont déjà reçu des dérogations comme l'Inde ou encore la Corée du Sud et même la Turquie. La raison, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré justement que dans une interview à la Fox, la chaîne américaine de Donald Trump qu'on sait tous, que les États-Unis allaient donner un peu de temps à certains pays pour réduire les importations brutes pour atteindre le niveau 0. La pression psychologique est donc lancée. Mais cela concerne aussi le secteur financier. Le secrétaire trésor américain, Steven Mnuchin, a déclaré sans équivoque que le but était de déconnecter l'Iran du circuit bancaire et de son système mondial. On en est bien là. C'est l'art de la guerre économique. Alors pourquoi une telle politique, si ce n'est contrôler et forcer ce pays de 80 millions d'habitants à se soumettre au diktat américain? Si la partie émergée de l'iceberg est l'idée qui consiste à dire que Donald Trump espère contraindre ce pays à un nouvel accord réduisant les capacités nucléaires de l'Iran, eh bien oui. Mais c'est un petit peu plus complexe que cela, car le but est bel et bien de réduire son influence à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle mondiale. Il faut savoir une chose essentielle, l'Iran possède 10% des réserves mondiales pétrolières, donc forcément ça fait réfléchir. À cela s'ajoute la religion officielle, l'islam chiite, et cela représente quand même 89% de la population. Donc, par voie de conséquence, c'est l'ennemi de l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite, justement, c'est l'allié des États-Unis. On est donc dans une stratégie géopolitique bien rodée, celle d'un Donald Trump exacerbé, qui justifie la remise en cause de cet accord en accusant l'Iran, de ne pas tenir ses engagements, et donc en les sanctionnant. Pratique. À noter que l'Agence internationale de l'énergie atomique, la AIEA, n'a pas validé ce positionnement. Cette même agence qui avait suspecté l'Iran de fabriquer des armes de destruction massive en secret en 2002, après les attentats du 11 septembre. Donc, retour à la case départ. D'ailleurs, samedi, le guide suprême iranien Ali Khamenei s'est pas privé d'écrire sur Twitter, je cite, « Ce nouveau président américain a discrédité ce qui restait de prestige des États-Unis et de la démocratie. Le rapport de force est donc clairement réaffirmé. On constate une fois de plus que dès lors que les intérêts américains sont touchés, ce pays sort son leitmotiv habituel et sa cause suprême, être le gendarme du monde. » Merci voilà. Audrey pour cet avis tranché, oui, effectivement d'actualité pour le coup. Merci beaucoup. On partage, hop, et c'est bon. Facebook, Christophe Le Grand Forum pour revoir tout cela évidemment en vidéo et voir la ravissante Audrey. Allez, c'est parti maintenant. Nous sommes lundi, vous le savez, comme chaque lundi, c'est l'heure de l'entretien du LG. Audrey Pronosti avec moi pour interroger celui qui est avec nous aujourd'hui, c'est Brahim Karmaoui. Bonjour Brahim. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Audrey. Bonjour Brahim. Auteur du livre L'enfant égaré, c'est une auto-édition, Brahim. C'est une histoire absolument bouleversante. Tu nous racontes dans ce livre effectivement le parcours de ta vie, de ton enfance qui a été tumultueuse et qui a commencé, alors si on pouvait dire et peut-être dire, ça a été fait à plusieurs étapes avec notamment ce mariage donc entre Ali et Safia qui sont tes parents. On va reprendre les choses à la base. Oui. Et du retour du Maroc, donc Ali ne veut plus vous héberger dans votre appartement dans lequel vous viviez, et vous vous retrouvez
j'allais pas dire à la rue parce que vous avez été hébergé par d'autres amis. Ça a été, Brahim, peut-être le début de quelque chose de dramatique par la suite. C'est le fait que Ali ne veuille plus vous voir. Nous voir, oui. Safia, donc ta maman, et toi, Brahim. Oui, c'était ma mère adoptive le jour quand elle est revenue des vacances. Ali était avec son frère dans le studio et on pensait revenir directement et en fin de compte il nous a bloqués, il nous a mis dehors et on s'est retrouvés à la rue et on a commencé à chercher une chambre d'hôtel où tout était complet et surtout les gens quand ils voyaient ma maman plus moi avec une valise et comme elle était femme de ménage, elle gagnait pas assez et tout de suite on nous fermait les portes et après on a vu une personne qui connaissait une autre personne qui habitait dans le quartier et elle a parlé de notre histoire et cette maman nous a hébergés chez elle avec sa famille, hein. Ils étaient au moins presque 5 enfants et plus 2 parents. Et ça va avoir des conséquences plus tard, on va le voir oui. Dans le livre. Safia décide quand même de retourner, de forcer la porte en essayant de remettre Ali dans le droit chemin, de le ramener à la raison en invoquant ta présence. Tu ne peux pas laisser Brahim dehors et finalement c'est lui qui part. Oui, c'est lui qui part parce que c'est dur parce que pendant presque 15 jours on était chez la personne. Et la personne commençait à nous faire sentir comme quoi c'était un peu c'était un T2, il y avait une chambre puis un salon, on dormait dans la chambre dans le salon nous et on était serrés et là après ma mère adoptive elle est partie directement dans le studio, elle a commencé à mettre la pression à Ali pour qu'elle récupère le studio. Et ça fait un boucan et elle a réussi parce que il y avait la police qui était venue, puis la gardienne de l'immeuble, elle a commencé à raisonner Ali pour qu'il puisse soit rester mais il est resté une journée dans la cuisine. Hein. Le jour qu'on a récupéré le studio, il est resté une journée, il est parti dans les bidonvilles à Saint-Ouen. Je vous épargne la paire de claques que Safia met à son beau-frère. Oui. Effectivement. Alors, tu parles de parents adoptifs, mais pour l'instant, ce sont tes vrais parents. Oui, c'est mes vrais parents. Tu ne soupçonnes absolument pas, ou peut-être au fond de toi d'ailleurs. Non, au fond de moi, non, je pensais que c'était mes vrais parents, c'était mes parents. Vous allez voir à quel point justement, j'ai envie de dire, ton parcours, ton enfance, tout te destinait à vraiment te destiner vers quelque chose de pas bon, quoi. On dit souvent d'ailleurs que beaucoup de gens qui dérivent dans la vie, c'est dû à l'enfance, etc. Oui. Et toi, tu étais prédestiné à cela, visiblement, avec cette enfance qu'on va justement élaborer avec Audrey et avec ce livre que vraiment je vous incite à lire. S'appelle L'enfant égaré, hein, donc de Brahim Karmaoui. Et vous allez voir que au fil de cette histoire, les choses sont de plus en plus terribles. Donc Ali s'en va, et un jour il vient et il te propose de venir avec lui. Oui, un jour il revient à la sortie de l'école, et là il m'invite à les fraises au café. Ouais. Et après il me raccompagne jusqu'à la maison et il me dit voilà Brahim, est-ce que tu veux venir avec moi, parce que voilà il a réussi à trouver un petit appartement, je crois à Saint-Denis. Et il voulait m'emmener. Il voulait pas que je laisse avec ma mère. Et après moi, en fin de compte, j'étais tout émerveillé, j'étais très content. Et je suis parti voir ma mère. Je lui dis que voilà, allez, il est dehors. Il me demande de venir. Je vais préparer mes affaires. Et ma mère, elle a commencé à s'effondrer, à pleurer. Elle m'a dit voilà, si tu veux partir, pars. Et après, je me suis retrouvé. C'est par pitié que tu es resté ? Je suis resté par pitié, ouais. Est-ce que c'est un choix aujourd'hui que tu regrettes? Non, je peux pas regretter parce que cette femme, elle a eu. Elle a sombré dans la dépression. Elle a sombré dans la dépression. Ça a été dur. Après, je sais pas ce qui serait passé. Non. Après, vous savez qu'on est un petit garçon. Je pense que la maman, c'est tout. C'est sacré. C'est sacré, ouais. Ouais. Alors, Audrey. Oui, justement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton relationnel avec ta mère. Il était assez particulier, comme tu nous viens de nous l'expliquer. Justement, quand ton père te propose
de l'accompagner, de venir vivre avec lui. Qu'est-ce qu'elle te dit concrètement en fin de compte? Parce que du coup en fait il fallait qu'effectivement tu choisisses entre les deux, mais elle te dit de partir. Voilà, elle me dit tu prends tes affaires, vas-y, tu veux partir avec ton père, bah elle cherche pas à te retenir. Non, elle cherchait pas. Elle n'a jamais d'ailleurs cherché à te retenir. Hein. Ouais, dans tous les. C'était pas de la psychologie inversée. Je sais pas, mais après peut-être. Parce que souvent c'est le cas dans les. Des fois peut-être après pour une femme qui se retrouve seule. Déjà, elle s'est fait rejeter par sa propre famille au Maroc. Et puis, son mari part, la laisse toute seule. Et après, elle se dit, maintenant, il reste que le garçon, son enfant. Elle dit, bon, maintenant, j'ai plus rien à perdre, en fin de compte. C'est ça. Parce qu'en fait, on verra quand même par la suite que quand tu vas grandir, elle veut pas quand même que tu partes, quoi. Non, donc c'est pour ça que je te pose cette question, en fait. Elle veut pas que je parte, mais pour elle, ça c'était. En même temps, elle t'a pas épargné, on le verra tout à l'heure, mais ça a été violent. Le coup fatal, ça a été le jour. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais la scolarité, Ibrahim, qui démarre plus ou moins bien avec une maîtresse que t'aimais bien, et qui était gentille. Oui, à la maternelle. Après, quand je suis arrivé à la première, il y avait une maîtresse qui était assez gentille, mais après, quand elle est partie, c'était le chaos à l'école. Alors, le gros problème, c'est le CM1, CM2 avec le directeur de l'école, un certain Patrick Girard. Oui. On est à Gennevilliers, là. Oui, on est à Gennevilliers, à l'école Galigny. Et là, ce maître, parce que tu n'arrives pas à écrire automne au tableau, te met 2 paires de claques. Il me met des paires de claques, il me tire les cheveux. Ça arrivait où des fois, quand j'avais les mains, quand j'étais dans le stress, j'avais les mains moites. Et avec le crayon, vous savez, ça dégoulinait un petit peu, il voyait. Ou quand je collais le tableau, il voyait la main moite, je prenais une gifle, il me disait essuie tes mains, ou soit il me tirait les oreilles, et des fois ça arrivait qu'il me mettait des coups de poing dans le ventre pour éviter d'avoir des bleus. Une scène hallucinante, pardon André, une scène hallucinante dans cette école et au cours de cette année. C'est vous jouez au foot dans la cour de récré, hein, comme tout gamin, évidemment. Et puis il y a un de tes camarades qui tire le ballon, un gros boulet de canon qui va directement dans la fenêtre du directeur, puisque cette fenêtre donnait sur la cour. Donc elle casse le carreau, il descend et il demande qui a fait ça. Bon, au début personne répond, et puis ensuite le camarade répond. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme dans une poubelle. Il le prend, il le soulève, il ouvre la poubelle, il le jette à l'intérieur et il referme la poubelle. Et il le laisse comme ça? Au début, il lui a tiré les cheveux, il l'a ramené devant la poubelle, il lui a mis une gifle, il a ouvert la poubelle. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Parce que c'était là, le jour où j'ai vu cette violence. C'était la première fois qu'on voyait un maître, un instituteur, violent. Pour moi, c'était. J'avais vu aussi quand tu vois Christophe dans mon livre, Eric aussi. J'ai vu cette violence, mais là c'était horrible. Quand on a 8 ans, 7 ans, on voit un maître qui frappe un enfant, qui le met dans une meule, qui l'humilie. C'est pire que l'humiliation. Il est censé être l'adulte référent qui te rassure, l'affection, le rassurer, Mais du coup, attention. Vers qui tu te dirigeais à ce moment-là? Enfin, je veux dire. Après, je vous cache pas personne. Je casse pas avec personne parce que ma mère adoptive elle parlait pas français, elle parlait que arabe, elle avait. Donc il y avait pas de lien. Le père était parti, abandonné. Le père était parti. Et après il y avait mon oncle. Lui, c'était une catastrophe. Bourré du matin au soir. Bourré, il faisait que sa vie, il pensait qu'à lui. Ouais. Alors, justement, cette scène, donc, d'humiliation de ce camarade enfermé dans une poubelle pendant plusieurs heures. Et là, il y a tout le corps enseignant qui est là, qui regarde, qui voit et qui ne dit rien. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de personnes à parler, mais je pense qu'ils avaient peur. Ouais. Ils avaient peur de lui. Ils avaient peur. Et c'est ça qui m'a fait mal au cœur parce que, nous, en tant qu'enfant, je me rappelle toute ma vie, on demandait de l'aide par rapport à d'autres maîtresses ou maîtres. On voulait qu'il y ait quelqu'un qui le dénonce jusqu'au CM2. Et je me pense, ça m'a traumatisé pour ma vie scolaire parce que je voulais plus apprendre. Il y en a beaucoup de mon cas, des enfants qui ils ont échoué à l'école à cause de ça. Il y a cet épisode du carnet de santé aussi. Vous passez donc. C'est déterminant. Oui, absolument. C'est déjà ça illustre déjà une petite interrogation sur ce carnet de santé. Donc tous les camarades sont là et donc il y a le médecin de l'école qui vous interroge, il vous demande où vous êtes né et là il y a un gros point d'interrogation. Ah ça m'a touché aussi. Quand je vois
on était assis avec mes camarades, ils ouvraient tous les carnets de santé. Ouais, je suis né dans telle ville, je suis né par exemple à Gennevilliers, je suis né à Clichy. Tout le monde se vantait, jeux d'enfants, voilà. Et moi, je vois mon carnet de santé, je vois un il me regarde, je me dis, il y a un point d'interrogation. Il y en a un qui se moque de moi, il dit, ouais, c'est pas où t'es né. Et après, il y en a même, il se moquait de moi, il me dit, ouais, Rémi, sans famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont méchants, les enfants. Ouais, les enfants, oui. Après, qu'est-ce que tu te dis, Brahim, à ce moment-là? Parce que c'était la première fois que tu ouvrais ce fameux carnet de santé. C'était la première fois. Je me posais des questions, point d'interrogation. T'as interrogé ta maman après? J'ai pas interrogé ma maman. Je suis parti voir la maîtresse, et la maîtresse qui m'a dit, ouais, tu devrais interroger, on devrait voir avec ta maman. Et j'ai pas interrogé. Parlons un peu des camarades qui ont pas toujours été tendres avec toi. Non, c'était assez dur. Après, c'est surtout les grands où j'habitais, les grands du quartier qui étaient mes camarades à moi. Franchement, jusqu'à maintenant, voilà, on s'aime, il y a une forte amitié. Mais les grands de mon quartier, il y a eu beaucoup de violence. Parlons de ce méchant, c'est comme ça que tu le surnommes dans le livre. Il est à peine plus âgé que toi d'ailleurs. Oui. Et lui, le méchant, il t'entraîne au fin fond de l'usine à Gennevilliers. Oui. Et là, après, j'ai fait des jeux d'enfants, vous savez. Des attouchements sexuels. Il te demande d'enlever le pantalon et il frotte son sexe contre toi. Voilà, c'est ça, petit à petit. Après, faut à mesure, on se dit, parce que nous, en tant qu'enfants, quand on a 8 ans, on connaît pas ces choses-là. Ouais. On commence à voir, on commence à découvrir le monde. Et après, quand on a 9 ans, 10 ans, on dit, oh, ça dure tout le temps. Après, on se pose des questions. Après, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça tout le temps? Et ça m'a perturbé aussi en tant que enfant. Et tout le monde en avait peur, hein? Tout le monde, dans le quartier, tout le monde en avait peur parce qu'il faisait beaucoup de mal à d'autres camarades à moi. Que voilà, je dirais pas son nom. Lui, un jour, le pauvre, il est arrivé derrière chez moi. Il y avait un chemin de fer. Et même quand je l'ai revu, c'est un pote à moi. Il m'a dit, si je le revois un jour, je le ferai du mal. Et ce qui s'est passé, il s'est moqué de lui. Bon, on n'était pas lui, il était plus grand et quand on était petit, on n'était pas bagarreurs. Il l'a frappé et il l'a forcé à baisser son froc et il l'a mis un bout de bois entre les fesses. Ouais. Et je me rappellerai toute ma vie. Ce jour-là, je vous jure devant Dieu. Et quand on a vu ça, il y a eu des camarades. Ce jour-là, je suis pas un bagarreur. Je me suis interposé, je me suis battu avec son petit frère, il a le même âge que moi, on s'est battu. Je me rappelle toute la soirée, c'est Gérard qui avait une entreprise qui est venu, qui nous a mis une gifle chacun, mais il avait pas vu la scène avant. Il nous avait mis une gifle chacun, moi et son frère Khaled, parce qu'on s'est battu. Moi, j'étais pas, il était au-dessus, mais voilà, je me suis pas laissé faire, parce que j'en avais ras-le-bol de comme on dit chez nous, la hagra, l'humiliation, tout ça. J'en avais pas pleuré, j'avais créé une haine pour dire que voilà, faut arrêter. Et Gérard nous avait séparés et ça m'a soulagé parce qu'il est venu, il avait giflé son frère les a expédiés et nous je suis reparti avec mon ami et d'autres amis dans l'autre chemin. Violence à la maison, violence aussi à la maison, avec la maman effectivement qui est en pleine dépression, qui se dispute avec ses collègues, violence avec cet oncle aussi qui vit chez vous, qui est on le rappelle alcoolisé du matin au soir. Oui. Violence aussi à l'école, comme on l'a illustré donc au travers de cet exemple. Violence aussi au sein des camarades et de ce fameux méchant qui aura un rôle quand même important un petit peu plus tard, on le verra tout à l'heure. Très paradoxal. Très paradoxal, absolument. Après le méchant, c'est vrai que il a fait. Après, je l'ai pas mis dans le livre. Ses frères, un jour, vous savez comment tant qu'on grandit, on a toujours les petits, ils ont toujours le dessus des grands quand à force de grandir. Ouais. Et un jour, son frère est venu, il s'est excusé pour le mal qu'il a fait. Pour le mal qu'il a fait, et il a demandé, Après voilà. Ce qui s'est passé, tu vois, je sais pas, Audrey et Christophe, vous avez lu mon histoire. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il faisait ça parce que je lui devais, parce qu'en fin de compte, c'était lui qui m'avait hébergé chez. Eh oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette scène est importante pour la suite de l'histoire. Effectivement, les gens qui vous ont hébergé, toi et ta maman, lorsque le père vous a mis à la porte, c'est sa famille. C'est sa famille qui m'a hébergé, ouais. Voilà. Ça s'appelle L'Enfant égaré, hein. C'est une auto-édition, c'est signé Brahim Karmaoui. Retenez bien son nom et son prénom parce que
ça va avoir une importance un petit peu plus tard. On continue d'élaborer ce parcours, et alors on va parler d'une violence sans nom, signée justement de ce fameux oncle qui est alcoolisé du soir au matin. Dans un instant, cette scène est importante, elle est en rapport avec le méchant qui va pour une fois avoir un rôle déterminant, j'allais dire, dans cette affaire. On y revient dans un instant, et ensuite de foyer en foyer, de DAS à la DAS, tu es parti. C'est passé d'ailleurs très jeune, je crois que c'était ton arrivée en 6e au collège, 12 ans. Où là effectivement on s'aperçoit que tu es quelqu'un qui est un enfant abandonné quelque part, laissé à ton propre compte, et ensuite le virage par la drogue. Voilà, passage obligé, j'ai envie de dire, malheureusement, dans un parcours comme le tien. Et puis cette recherche, et puis cette rencontre, l'amour de ta vie, tes enfants. Bref, on va continuer d'élaborer ce parcours absolument extraordinaire. Quand je l'ai lu, perso, ça m'a bouleversé. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Ça s'appelle L'enfant égaré. C'est signé Brahim Karmaoui, qui est notre invité jusqu'à 18h dans l'entretien du LGF en ce lundi. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Brahim Karmaoui qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2, invité de l'entretien du LGF, venu nous présenter son livre L'enfant égaré, une auto-édition. Alors Brahim Karmaoui qui est né à Berkane au Maroc et qui vient en France avec ses parents, Safia et Ali. Ses parents se séparent. Première scène de violence lorsque le père les met à la rue. Ils sont hébergés quelques semaines durant chez des amis que de la maman. Safia, effectivement, par la force, j'allais dire, on reprend l'appartement. Le père s'en va, revient un de ces quatre pour lui proposer à Brahim de repartir avec lui. Ce que Brahim refuse pour ne pas laisser sa maman seule. L'école, eh bien, au départ se passe plus ou moins bien, et puis ce directeur de cette école primaire, CM1, CM2, Patrick Girard, violent, et puisqu'il inflige à Brahim des claques parce qu'il n'arrive pas à écrire automne au tableau. Et puis cette scène hallucinante que tu décris dans ce livre, le camarade qui casse un carreau avec un ballon et qui se retrouve enfermé dans une benne, dans une poubelle pendant plusieurs heures. Et ensuite arrivé en 6e au collège, et là on s'aperçoit, Brahim, que tu as des problèmes. Et c'est effectivement, alors je sais plus si c'est une assistante sociale qui vient te voir en disant... Oui, c'est une assistante sociale. C'est une assistante sociale, oui. Qu'est-ce qu'elle te dit et comment elle remarque justement ça ne va pas? Parce que au cours du 6e, j'ai comment on appelle ça, j'ai séché 90 jours de collège. Ça veut dire pendant 90 jours, je suis pas parti au collège. Ouais. Tu ne voulais pas y aller à cette école. C'est la période. C'est la période par rapport à la violence que j'ai subie par le maître Gérard. Et ça m'a dégoûté d'enseigner. Ça m'a dégoûté et j'y allais plus à l'école. J'avais plus la confiance envers les adultes. Qui, par rapport à ça m'a, elle a remarqué. Puis je zonais dans le quartier. Comme ma mère, elle était toute seule, elle faisait femme de ménage, elle était dans son monde, comme elle était psychologiquement, elle était pas bien, et ça veut dire que moi je zonais dans le quartier tout seul, erré, ou avec d'autres copains aussi qui séchaient les cours. Alors justement, un soir, tu es dans cette cour à Gennevilliers avec tes camarades lorsque tu aperçois ton oncle qui rentre comme d'habitude, j'allais dire complètement alcoolisé. Et là, tu te dépêches de courir à la maison, et puis il te chope. Il me chope, oui. Et il te dit où t'étais? Ouais, voilà, je lui dis que, en fin de compte, j'ai fait croire à mon oncle que j'étais sorti, parce que nous, les toilettes, ils étaient à l'extérieur. Ouais. Je dis, j'étais aux toilettes, voilà. Il me dit non, arrête de mentir, je t'ai vu, t'étais avec tes copains. Après, là, il a commencé à me mettre des coups de poing. Des coups de poing. Ouais, des coups de poing au visage. Il me frappait. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Alors, jusqu'à ce que, effectivement, tu arrives à t'enfuir, courir. À un moment, je me suis évanoui. Parce qu'il m'avait mis des gros coups de poing. J'avais la tête gonflée, j'avais le nez qui saignait. Et là, j'ai commencé à me débattre parce que je voyais qu'il, de plus en plus, sa force commençait, et comme il était ivre, il me frappait de plus en plus fort. J'ai réussi à me débattre, à m'enfuir. Et là, il a commencé à me courir après. Mais comme il était un peu ivre, il avait du mal à courir.
Et j'ai commencé à courir et je suis arrivé dans le groupe des... En espérant que tes camarades puissent effectivement t'apporter de l'aide. Voilà. Et là, ils t'ont dit non, dégage, on veut pas avoir de problème. On veut pas avoir de problème, on dit dégage, que nous on veut pas d'histoire avec ton nom, qui venait crier. Et là, je vois le méchant, il était là, il me prend la main et il me dit vas-y viens, on court. C'est hallucinant, c'est paradoxal. Le méchant, celui qui effectivement avait procédé à des attouchements sexuels sur toi. Jamais t'aurais pu penser. Non, jamais. Jamais. Il m'a pris par les mains, il m'a dit vas-y cours, Brahim cours. Et on a couru jusqu'à Saint-Ouen. Au moment on s'est caché à l'île Saint-Denis dans un coin. On s'est caché, on l'a vu passer. Il faisait noir ce soir-là et là on a réussi à se débarrasser de lui et on a couru jusqu'au commissariat de Saint-Ouen. Les policiers sont restés, vous savez, avec l'adrénaline, j'étais encore debout. Oui, c'est ça. J'avais la peur, tout ça, et les policiers quand ils m'ont vu ma tête, ils m'ont dit c'est qui t'a frappé comme ça? Je leur ai expliqué, ils m'ont dit à l'époque il n'y avait pas de vidéo, de photos, ils sont restés bouche bée. Et ce qui est marrant, quand les policiers m'ont emmené à l'hôpital, parce qu'en fin de compte ils voulaient m'emmener à Clichy, à Beaujon. Bon, ils avaient peur, ils se sont dit peut-être il va venir là-bas. Ils m'ont emmené à Garches, il y avait un coin pour les enfants à Garches. Et sur la route, ils ont dit on va porter, comme j'étais mineur, ils m'ont dit c'est les policiers qui ont porté plainte contre mon oncle. Ouais. Alors justement, tu y resteras 1 mois à l'hôpital. Ouais, je restais 1 mois à l'hôpital. Ouais. C'est diverses fractures, hématomes, hémorragie interne, traumatisme crânien. Ouais, il m'avait bien cogné et il a pris 3 mois de prison avec sursis. 3 mois avec sursis, ouais. La réaction de ta maman? C'est ça que j'avais demandé. Elle est venue qu'une fois là-bas à l'hôpital. Elle est venue qu'une fois. 1 mois à l'hôpital. Ouais, elle est venue qu'une fois. Qui est venu en tant qu'adulte, quel adulte est venu mon éducateur, Pierre. Il y avait que lui qui venait plusieurs fois. D'où l'importance de tes dédicaces. Après, mais effectivement, ils ont eu un rôle important dans ton parcours. Dans mon parcours, il y a ma mère adoptive. Elle est venue qu'une fois. Et Pierre, lui, venait presque 1-2 fois par semaine. Et là, tu te posais pas des questions, parce que là, t'étais encore pas au courant, je crois, de cette histoire d'adoption. Tu te posais pas des questions de savoir que t'es à l'hôpital, dans une situation gravissime quand même, et que ta mère ne se déplace qu'une seule fois en 1 mois? Non. Après, je me suis posé, parce qu'après, je me dis, je peux parce qu'elle avait pas de voiture. Elle travaille non, à l'époque, elle était pas femme de ménage, elle a perdu son emploi. Ouais. Et je me suis dit comme elle connaissait pas, après elle me disait comme quoi elle avait peur de venir toute seule, tout ça. Elle avait pas c'est qui? C'est son frère qui l'avait accompagné. Et lui, il est resté en bas. Ouais. Il était pas venu à l'hôpital, il est resté en bas. Et il s'est excusé après par la suite. Ouais, il s'est excusé, devant la police du certain Nanterre, il s'est excusé. Alors, racontons aussi cet épisode où effectivement, donc l'arrivée au collège, on te dit, faut que tu partes à la DAS, tu vas bien manger, on s'occupera de toi, t'auras des habits propres. Parce que tu te lavais qu'une seule fois par semaine. Ouais. J'allais à Porte de Cléancourt, à la douche municipale de Porte de Cléancourt, à Paris. Et on te l'a fait remarquer d'ailleurs, les camarades te l'ont fait remarquer. Ouais. Le maître d'ailleurs, je crois, le maître. Un jour, le maître, il m'a fait... Raconte-nous cette scène parce qu'elle est hallucinante aussi. Tu viens en short à l'école? Ouais, il faisait chaud, je venais en short et sur mes genoux, j'avais un peu de crasse, je jouais dehors. Il est venu, il a vu du noir, il m'a dit, viens ici. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, maître? Il m'a dit, viens voir. Il m'a dit, va chercher le chiffon au tableau. Moi, je cours, je peux chercher le chiffon. Il vient. Après, il est là et il me dit, crache dessus. Bon. Et je crache dessus. Et il est là, il me dit, frotte. J'ai frotté mon genou, il a vu du noir, il m'a dit, ne me touche pas, crasseux. Tu me dégoûtes, tu t'as pas de douche chez toi. Je dis, Après, je dis non, après, je dis, maître, j'ai joué dehors, j'ai fait croire que, que j'étais tombé. Humiliation sur humiliation. Et ça a été que ça, d'ailleurs, que ce soit à l'école, mais aussi à la maison, et finalement aussi par les camarades, faut le dire. Alors justement, ce jour où effectivement tu pars, c'est un dimanche soir, on vient te chercher chez ta mère, tu lui dis maman, faut que je parte, je serai mieux, tout ça, etc. Et elle te retient pas finalement? Non, elle me retient pas. Tu sais, au début un petit peu, parce qu'elle a eu peur. Pourquoi? Quand on a vu les gendarmes avec l'éducateur. Ouais.
Parce qu'il y avait des gendarmes. Ils sont venus avec la police d'ailleurs, hein, pensant à une résistance. Mais toi, t'étais quand même déjà conscient que ça relevait de ta survie de partir, quoi. Le fait de dire à ta mère, maman, il faut que je parte. C'est dur quand même de. Ouais, c'était dur, franchement. Ouais. On a pleuré, j'ai pleuré, j'ai dit où je vais me retrouver, parce que c'était la première fois que j'allais dans un foyer. Et après, je me suis dit, ouais, ça me fait du bien, mais après, ça me faisait j'avais de la pitié pour ma mère, de la laisser toute seule. Je me dis, comment je vais faire? Je la laisse tout seule parce qu'elle pleurait, elle se dit, ils vont t'emmener, ils vont te tuer. Elle a inventé plein de choses, ils vont te tuer, tout ça. Comme l'éducateur, il était d'origine maghrébine, il lui a parlé en arabe. Il a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et ils avaient ramené les gendarmes parce qu'au cas où s'il y a eu des rébellions où ils allaient agresser l'éducateur. Et en fin de compte, l'éducateur l'a expliqué. Heureusement qu'il l'a expliqué en arabe, il l'a expliqué que ça va aller, tout ça. Et après, elle a arrêté de pleurer. Après, je suis parti. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Il y a eu cette. Alors, c'est une scène absolument incroyable où justement les éducateurs, en présence d'un représentant du Conseil général et plusieurs personnalités sont là et convoquent ta mère. Oui, par rapport à l'agression de mon oncle quand j'ai eu quelques temps après, parce que Pierre m'avait envoyé. Après, quand je suis sorti de l'hôpital, il m'avait envoyé un séjour en vacances à Marseille, tout ça, pour me décompresser. Et le retour au mois de septembre, il m'a dit, il avait convoqué ma mère adoptive pour lui dire, voilà, qu'il s'est passé quelque chose de grave par rapport à l'agression qu'il y a eu Brahim. Il a failli mourir. Qu'est-ce que vous voulez faire de Brahim? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez toujours garder le lien avec votre enfant, tout ça? Et là, alors là, imaginez, chères auditrices, auditeurs, Brahim est là. Là, il se passe. Et il se passe un truc terrible, c'est que ta mère, regarde pas devant tout le monde, dit Brahim n'est pas mon fils. Voilà, elle dit que Brahim c'est pas mon fils. Et là, tout le monde est choqué. J'ai choqué, bouge bée, elle dit qu'est-ce qu'elle raconte. Après, elle raconte l'histoire. Brahim c'est pas mon fils, je l'ai adopté avec mon mari dans les. Voilà, et j'en veux plus. Qu'est-ce qu'on ressent, Brahim, à ce moment-là? Ça là, c'est l'effondrement. Ouais. T'as quel âge? J'avais peut-être 13 ans, entre 13 et 14 ans. 13 ans, ouais. Et tu apprends devant les éducateurs, devant le directeur de la DAS. Ta mère qui te balance ça comme ça. À l'âge où tu te construis. Ouais, voilà, c'est là que je me demande, on doit se reconstruire, les épreuves qu'on a eues en tant qu'enfant. Et là, je te dis comme quoi, Brahim Karamaoui, c'est pas mon enfant, je l'ai adopté. Garde-le, il me coûte trop cher, j'en veux plus. Comment tu interprètes aujourd'hui, quelques années plus tard, ce moment, cette manière de se comporter de ta mère? Est-ce que c'était peut-être pour elle une façon de se libérer de ce lourd secret? Parce qu'on va le peut-être se libérer. Après, se libérer, je préfère qu'elle se libère en tant que parent. Chez elle, voilà, Brahim devant un petit thé, Brahim elle me raconte l'histoire que j'ai eue. Parce que là c'est violent quand même. C'est violent, elle raconte ça devant des éducatrices qui connaissent même pas mon histoire, ils sont là, même eux, et Pierre là, elle a vu que je me suis effondré, je me suis écroulé, j'ai pleuré, il m'a pris dans les bras, il m'a dit ouais sors, tout ça, et même lui il a eu les larmes aux yeux, parce qu'il a dit ça se raconte pas comme ça devant tout le monde, devant des gens inconnus. Et à ce moment-là, t'as plus envie de l'appeler maman? Non, après au fond de moi, j'avais une haine. J'avais une haine, une tristesse aussi. Depuis, je l'ai jamais appelé maman, je l'appelais par son prénom, Safia. Safia. Et alors, il y a eu ce moment aussi où l'éducateur fait des recherches et dit, Brahim, j'ai retrouvé ton père. Oui. Tu viens avec moi, on va le voir. Vous allez à Saint-Denis. Il se gare, il te laisse 1 heure durant dans la voiture. Dans la voiture, oui. Et il revient. Il revient, il me dit voilà, Pierre, Brahim, j'ai vu ton père. Et en fin de compte, même lui, il veut plus trop voir. Il a refait sa vie, il a refait sa vie, il m'a dit que tu dois faire ta vie, et voilà. Et là, c'est encore un. Il est même pas venu te le dire. Il n'est même pas venu me le dire en face, c'est ça qui est flippant. Vas-y, moi, j'avais même pas 14 ans, je me dis, je cherchais un peu d'amour, de réconfort. Est-ce que cet épisode où il vient te chercher quand tu étais beaucoup plus petit pour venir vivre avec lui, le fait que tu aies refusé de venir avec lui, est-ce que quelque part il te l'a pas pardonné, il t'a pas pardonné? Ouais, mais après il l'a mal pris. Peut-être il a mal pris, mais après il faut qu'il comprenne aussi que voilà, je suis un petit garçon, que une maman a besoin de son petit garçon, voilà. Lui c'est un adulte, c'est un homme, il peut gérer sa vie, voilà. Je peux pas. Après je me suis dit, après peut-être il avait de la rancune.
il s'est dit voilà, il a préféré vivre avec sa mère, qu'il vit avec sa mère. Mais voilà, en tant qu'enfant, nous, on sait pas, nous. Ensuite, ça a été de balade dans les foyers, dans les différentes familles. Ça s'est plutôt mal passé à chaque fois, hein, faut le dire. Et puis ensuite, quand tu reviens aussi, c'est à Gennevilliers pendant les vacances. Ta maman adoptive n'a pas eu les moyens, n'a pas pris les billets pour aller au Maroc comme chaque été. Et puis là, c'est le début, j'allais dire, des embrouilles, puisque tu découvres la rue. Je découvre la rue. La drogue. La deal, la drogue, l'alcool, l'héroïne. L'héroïne à l'époque, c'était. Tu planques des armes même, hein. Ouais, à la maison, j'avais des armes chez moi. À un moment donné, t'as eu des problèmes avec l'alcool et tu t'en es sorti quand même. Oui, je me suis sorti quand j'avais presque 20 ans, quand je suis sorti de prison. C'est dur. Ça a été dur, ouais, c'était dur. Et tout cela t'a emmené effectivement en prison, ouais, puisque lors d'un cambriolage, tu te fais choper. Je me posais après, grâce à Dieu, heureusement que je suis parti en prison, parce que ce soir-là, j'étais ivre. J'allais faire une dinguerie ce soir-là. J'allais prendre une arme, peut-être. Je voulais faire quelque chose de fou. Je voulais quelque chose. J'avais une haine contre tout, contre la société, contre mes amis. Franchement, j'allais faire quelque chose de pas bien ce soir-là. Ouais. J'allais faire quelque chose de pas bien. Et finalement, c'est la prison qui t'a sauvé là. Ouais, grâce à Dieu. Heureusement que Dieu m'a mis en prison. Je vous cache pas, heureusement, parce que ça m'a. T'as été condamné à 6 mois, t'en as fait 4. Ouais, j'en ai fait 4. Je suis sorti. Et là, t'es sorti. Ça a été, j'allais dire, une espèce de transformation chez toi. Ouais, transformation. Après, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais. Comment je vais faire? Les bonnes questions. Ouais, les bonnes questions. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient fait des prisons pour crimes, plus de 20 ans là-bas en prison. On se dit, ouais, c'est pas une vie. Parce qu'on voit des anciens, on parle, ils nous font un peu la morale. Ouais, quand vous sortez les mecs, voilà, faut s'en sortir. Et comme j'étais alcoolique, j'étais un peu dépendant de l'alcool. Et un jour, je rencontre des frères musulmans. Ils m'ont vu que j'étais un peu ivre, je parlais tout seul. Ils m'ont parlé de l'islam, ils m'ont parlé de Dieu. Et c'est là, ils m'ont dit, est-ce que tu veux venir avec nous à la mosquée? Je dis, ouais, pas de problème. Ils me disent, je leur ai expliqué, je suis ivre. Ils m'ont dit, pas trop, non, au contraire, tu dois venir pour écouter des belles paroles, que peut-être c'est un signe que si on se rend compte. Et c'est là que je suis entré dans la religion, ça m'a sauvé. Quand tu sors de prison, justement, tu te poses des bonnes questions, comme dit Audrey, savoir qu'est-ce que je vais faire de ta vie, de ma vie, etc. Et là, preuve encore que ses parents, très encombrants, continuent de t'empoisonner parce que un matin, il y a un huissier qui vient frapper à la porte. Il y a un matin, ce jour-là, je me dis c'est des signes, parce que en fin de compte, quand je suis rentré dans l'islam, dans la religion, j'allais partir au Maroc pour étudier le Coran. Ouais. Et un matin, l'huissier vient chez moi avec des policiers pour faire une expulsion. J'ai rien compris. Pourquoi une expulsion? Il me dit ouais, parce que ma mère payait pas de loyer, elle squattait pendant près de 10 ans. C'est vrai que c'est un immeuble insalubre. Et il y avait pas d'eau, il y avait les toilettes, c'était à l'extérieur, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Et c'est toi-même qui pars négocier à la mairie jour même? Ouais, je pars le même. Je lui dis, ils nous ont viré les affaires par terre, tout ça. Il y avait l'assistance sociale. Et elle a dit, ouais, il faut qu'on va essayer de négocier avec toi. Comment tu vas faire? Et ma mère, elle était par terre, elle pleurait, elle dit comment on va faire, tout ça. Bon, tu vois, mon oncle, lui, il était, je sais pas, il était où. Et moi, voilà, en tant qu'adolescent, on a 20 ans, on se dit, ouais, normalement, dans 20 ans, normalement, on doit vivre, être épanoui, vivre sa vie. Et c'est là que je me retrouve c'est comme c'est ma mère, je pouvais pas la laisser dehors, ma mère adoptive, je ne vais pas la laisser dehors. Je suis parti au restaurant seul pour négocier un appartement. Et comme ils étaient un peu, franchement, à Gennevilliers, ils ont trouvé une solution pour moi. Ils ont dit, bon, Brahim, il y a un F3 à Gennevilliers. Ouais. Ça t'intéresse, on peut mais faut que tu te portes que garant. Garant, c'est toi qui dois payer le loyer. Je dis, voilà. Et c'est de là que tu as enchaîné les différents de travail de PSA. Restaurateur. Voilà. J'ai fait pas mal de boulot pour payer le loyer, pour héberger ma mère adoptive. Et là, t'as quel âge à peu près? J'avais 20 ans et demi. Il faut qu'on avance, et là on est à peu près à 28 ans, tu es avec ton oncle, alors pas celui qui t'a tapé et qui est bourré, un autre oncle venu du Maroc, et vous vous promenez à Saint-Denis. Oui. Et là, cet oncle te dit, Brahim, il y a ton père. Ouais, voilà, il me dit, ouais, il y a ton père. Je dis, comment ça, mon père? Mais si, il y a Ali, ton père, tout ça. Je dis, oh. Je vais le voir, je fais demi-tour, et je vois une personne âgée avec un petit garçon. Je dis, salam alaikum. Je lui dis, voilà, c'est Brahim. Il me dit, qui Brahim? Il me dit, ton fils. Après, il est resté un peu, il me dit, t'es venu, d'accord, ça va. Et il me dit, t'es venu avec qui? Je lui dis, Abdallah. Appelle-le, je vais le voir.
Bah, il me dit, il va le voir, ils discutent, ils vont dans un café. Et là, il y a aussi, comme j'existais pas, il a parlé de du Maroc, de sa vie, tout ça. Et moi, il m'a même pas dit un mot. Il m'a dit, ouais, si tu veux qu'on se revoie, après quand ils ont fini leur café, il m'a dit, si tu veux qu'on se revoie, bah, tu viens dans ce café, je viens souvent assis à Saint-Denis. Ouais, pas de numéro de téléphone, rien. Rien du tout. Une personne comme ça qui venait de croiser. Alors, il y a cette rencontre avec Farida. Oui, en 2006, j'ai rencontré ma femme, hein, qui m'a donné beaucoup d'amour, qui m'a aidé dans cette épreuve. Hein. Et deux petites filles. Deux filles magnifiques, hein, Salma et Souhaïla. Ça aide à avancer. Ouais, ça aide à avancer parce que c'est pas facile, hein. Mais c'est elle qui te dit, Brahim, on va partir 2 mois au Maroc, on va enquêter, on va savoir un petit peu ce qui s'est passé, où t'es né, comment ça s'est passé. Ouais, on part 2 mois au Maroc pour essayer d'enquêter, pour trouver mes liens, mes origines. Et là, écoutez bien, c'est absolument incroyable. Ah ouais. Incroyable cette scène. En fin de compte, quand je commençais à parler à mes côtés, ma famille, de mes parents, frères et sœurs, je commence à parler, et là ils commencent à parler, ils disent qu'en fin de compte, que je suis pas né le 22 août 1978, qu'en fin de compte, mes parents adoptifs, ils avaient adopté un bébé, 15 jours après, il est mort, ils sont repartis à l'hôpital de Balkan pour m'échanger contre ce bébé mort. Et effectivement, c'est une pratique qui se faisait à l'époque au Maroc. Ouais. Hein. Et ça se faisait beaucoup, et il y a eu des millions au Maroc, et il y a eu plus de 30 000, ils ont fait une estimation dans notre région, entre Balkan, Oujda et Nador. Et en fait, donc en fait, tu portes le nom et le prénom d'un enfant mort. Un enfant décédé. Ouais. Décédé, oui. Puisque effectivement, tes parents adoptifs vont prendre cet enfant. On l'a acheté d'ailleurs, on sait pas. On l'a acheté, il porte le nom. Normalement, il est pas né sous Zik, ils ont même pas fait de kafala. Et en fin de compte, ils ont falsifié. Décède. Oui, il n'y avait pas de papier de la préfecture de Berkane qui certifie comme quoi, voilà, on a adopté l'adoption. Voilà. 15 jours après, donc il décède, ils le ramènent. Ils le ramènent à l'hôpital. Ils te prennent. Ils me prennent, sans avoir fait un quelconque changement sur les papiers. Ouais. Donc tu portes le nom et le prénom d'un enfant mort. Ben voilà. Et tout de suite, ils sont venus en France. J'avais que 15 jours. Comment, quand on découvre tout ça, même à un âge, j'allais dire adulte, hein, ouais, ça se passe adulte. C'est comme dans les films, j'arrivais pas à y croire. T'as quel âge? 32 ans, c'est ça? Ouais. J'arrivais pas à y croire, je dis c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, même là, j'y pense, je dis comment ils ont fait ça? Je dis ils avaient pas de cœur, ils avaient pas comment échanger contre un bébé? Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Ah ouais, il y a beaucoup de questions sans réponse. D'ailleurs, tu as fait un truc absolument incroyable cet été. Cet été, au mois d'août, je suis parti le 30 juillet à vélo parce que j'ai essayé de plusieurs fois interpeller Sa Majesté Mohamed VI par rapport à mon histoire, puis qu'il puisse m'aider à ouvrir une enquête. Hein. Jusqu'à ce que tu t'infiles d'ailleurs dans un magasin où il faisait souvent des achats à Paris. Ah, à Paris, je l'ai rencontré devant moi. Grâce à un copain taxi. Il connaît ton existence quand même. Oui, parce que je lui ai proposé mon livre, mon histoire, je lui ai demandé de l'aide. Il a refusé, il m'a dit qu'aujourd'hui il avait pas trop le temps, il y avait du monde autour ce jour-là, il y avait pas mal de monde, il m'a dit pour une prochaine fois. Et après, depuis, j'ai dit bon, il a pas voulu m'écouter. Bah, je me suis dit, il faut que je fasse ça à vélo pour me faire entendre. Il est parti du palais de l'Élysée à Paris jusqu'au palais Royal à Rabat. Oui. Combien de kilomètres? 2400 kilomètres. J'ai mis 25 jours. Ah oui. 25 jours. 25 jours sur la canicule, chaleur. On pouvait d'ailleurs te suivre cet été sur tes lives. Sur le réseau, tu nous as fait partager cette expérience. Quoi. Accueilli par qui là-bas? Accueilli par un journaliste qui s'appelle Nathalie Olivier Delagarde. Il y a que lui qui m'a accueilli, je le remercie énormément parce que et avec sa femme aussi, hein, ils m'ont accueilli. J'étais un peu étonné parce que j'avais pas aucun gouvernement marocain qui est venu m'accueillir. Aucun officiel. Aucun. Il y a que lui qui est venu m'accueillir, qui m'a réconforté par rapport à mon périple. Hein. Franchement, je le remercie énormément parce qu'il y a que lui qui, voilà. Et après, j'ai eu une autre personne qui m'a accueilli à Tanger aussi, qui s'appelle Younes, hein. Younes Berkane, et c'est un grand père de famille, un grand frère. Il m'a accueilli chez lui pendant 2 jours, il m'a hébergé. Même lui, mon histoire l'a touché, hein. Moi, je pensais, franchement, quand je suis arrivé à Tanger, je me suis dit, peut-être, je veux voir un député, ou voilà. Ouais, parce que, et comme je partageais sur Facebook, tout ça, je me suis dit, ouais, voilà. Là, dernièrement, il y a une personne qui va faire de Paris jusqu'en Bretagne à pied. Il se bat pour une cause, pour le concert. Et là, il va se faire accueillir par un député. Ouais, il va faire que 400 km à pied, hein. J'ai fait quand même 2400 km, j'ai risqué ma vie dans la chaleur, dans la canicule. Combien de fois j'ai failli me faire écraser par des camions, des voitures.
Il n'y a eu personne. Après, ça m'a fait mal un petit peu, mais voilà, je suis fier de mon périple parce que je me suis pas entraîné. Ouais, je me suis pas entraîné, j'ai pris le vélo, je suis parti. Brahim Karmaoui, tes vrais parents sont toujours vivants d'après toi? Je pense oui, ils sont toujours vivants. Mais après, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ma mère, je pense qu'on l'a menti, on l'a dit que le bébé est mort. Et elle, dans sa tête, elle se dit que le bébé il est mort et voilà. Donc il y a quelque part sur cette planète une femme qui est censée être ta vraie maman et qui pense qu'elle n'a pas de fils, qu'il est décédé. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais pas, c'est mon cœur. C'est ton cœur. Ouais, c'est mon cœur qui je pense qu'il y a quelque chose. Il y a... C'est déjà beaucoup. C'est déjà ouais. Et Safia, jusqu'à sa mort, puisqu'elle est morte en 2016, n'a jamais voulu expliquer. Ils ont pris leur secret, mon père adoptif, leur secret avec eux. Et c'est ça qui est marrant. Avant, quand ils sont séparés, ils ont divorcé, j'ai encore un papier comme quoi ils ont reconnu comme quoi ils ont jamais eu d'enfant. Et ce qui me fait mal au cœur par rapport à l'État marocain, et je porte le nom administratif, je porte leur nom, et ils ont signé avec la préfecture de Berkane, un préfet a signé comme quoi Karmaoui Ali et Safia Karmaoui, ils ont jamais eu d'enfant. C'est le monde à l'envers. Ouais. En gros, tu n'existes pas. Je n'existe pas, c'est ça qui est flippant, et je porte leur nom. T'as eu des soucis pour l'héritage, hein? Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Ouais, mais l'héritage, c'est ça qui m'a fait mal au cœur. C'est lié, ouais, parce qu'ils ont dit comme quoi au Maroc, quand mon père adoptif il est mort, j'ai pas eu droit à l'héritage. Je dis, je comprends pas, monsieur. J'aurais dit au préfet, au juge. C'était ta priorité, mais même à ma famille, j'ai dit voilà, j'ai pas droit à l'héritage. Comment se fait-il? Je porte leur nom. Oh, elle me dit oui, mais c'est un problème administratif. Il faut que tu voies avec un avocat, avec un juge. Je suis parti voir un avocat. Je lui ai dit voilà. Ils m'ont dit c'est une affaire complexe. Il m'a dit jamais on va déterrer un corps pour prendre l'ADN. Si c'est jamais fait dans la loi islamique, jusqu'à maintenant ils vont pas le faire. Je dis ouais, mais il y a un problème. Si je porte leur nom, normalement je dois avoir un héritage. Et comme au Maroc c'est la loi islamique, il faut prendre 12 témoins dans les membres de la famille. Ils ont témoigné comme quoi j'étais pas leur enfant. Après, je cherche pas l'héritage, mais moi je veux juste savoir mon histoire. En fait, dans chaque épisode de ce que tu racontes dans ton livre, il y a à chaque fois une déception. Est-ce que ce livre a été une thérapie, Brahim? Franchement, ça m'a fait du bien. C'est Farida qui te l'a conseillé, ta femme? Ouais, ma femme m'a soutenu, m'a dit faut que tu partages ton histoire. Et j'avais trouvé, ce qui est dommage, j'ai pas trouvé de maison d'édition. Je vais les faire partager à d'autres personnes. Peut-être mon histoire peut aider beaucoup de personnes dans ma situation. Qu'il faut s'accrocher, voilà. Et mon but aussi c'était de créer une association, mais c'est pas facile de trouver des personnes pour créer cette association. Et pourquoi pas un film d'ailleurs, parce que franchement ça ferait un très très bon film, un livre absolument à lire. Ça s'appelle L'Enfant Égaré, c'est signé Brahim Karmaoui. Vous pouvez donc le trouver, vous tapez sur internet, vous allez le trouver très facilement pour le télécharger, le lire, et un livre absolument bouleversant. Ma dernière question, Brahim, quel genre de papa entends-tu être avec tes deux petites filles? Je suis un papa poule. Ouais. Étonnant. Ah ouais. Sans eux, je suis perdu. Hein. Ouais. Et même eux, ils me le disent. Hein. Quand je suis parti, j'ai fait le périple, puis ils me soutenaient sur WhatsApp. Est-ce que tu leur as raconté ton histoire à tes filles? Ouais, ma petite fille de 7 ans, ma fille, comme elle est petite de 4 ans, elle comprend pas, mais ma fille de 7 ans me dit ouais, papa, on t'a volé bébé. Elle rigole. Ouais, mais c'est l'innocence. Ouais, c'est l'innocence de l'enfant, ouais, mais ça me fait rigoler. Elle me dit, après même, elle me dit, ouais, t'inquiète pas, papa, tu vas retrouver ta maman, on va t'aider. Oh, c'est mignon. C'est mignon, ouais. Est-ce que finalement, Farida et ses deux petites filles sont les plus beaux cadeaux que t'as jamais eu dans ta vie? Si, ouais, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. C'est vrai, hein. Brahim Karmaoui, merci beaucoup. Merci à vous, merci aux auditeurs, aux auditrices, merci Audrey, merci Christophe. Merci Brahim. Merci France Maghreb, hein. Franchement, France Maghreb 2. Merci pour m'avoir invité à partager mon histoire. Ça s'appelle L'Enfant Égaré, c'est une auto-édition et c'est signé Brahim Karmaoui qui était notre invité aujourd'hui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Audrey,
Pronosti qui est avec nous sur France Maghreb 2 et donc vraiment ce livre qu'on vous invite à lire, absolument à télécharger. Très bonne lecture. L'enfant égaré, signé Brahim Karmaoui qui était notre invité sur France Maghreb 2. J'espère que c'est vrai qu'on est dans une heure un petit peu où chacun est en mouvement, bien sûr, et que vous avez en tout cas pu attraper quelques épisodes de cette histoire absolument incroyable de Brahim Karmaoui. En tout cas, vraiment, ça fait c'est un beau cadeau, un beau livre à acheter et à encourager. On espère d'ailleurs le voir au cinéma, Audrey. Oui, ça ferait un excellent film. C'est un excellent film parce que c'est tellement, comme je disais tout à l'heure, même si on voulait en faire un scénario, il faudrait avoir énormément d'imagination pour pouvoir refléter la réalité. Donc Preuve qu'il y a beaucoup de monde dans les entretiens du LGF et beaucoup d'invités. Notre planning est quasiment plein jusqu'aux vacances de Noël, on va le dire. Un entretien exceptionnel demain, signé. Notre invité sera Éric Coquerel, le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, qui sera avec nous puisqu'il lance la France Insoumise, soutenu par la France Insoumise, les quartiers populaires. C'est un rendez-vous qui aura lieu le 18 novembre prochain à Épinay. On en reparlera avec lui puisqu'il sera notre invité demain, invité exceptionnel du LGF. Donc Éric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis. On va terminer, ma chère Audrey, en rappelant aux auditrices auditeurs la question du jour, le sondage du jour en quelque sorte, à propos de cette journée de mobilisation le 17 novembre prochain afin de dénoncer la hausse des carburants. Est-ce que vous soutenez cette initiative? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et vous pouvez donc nous appeler maintenant, un petit Libertad improvisé 01 40 33 9000. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et quel que soit le sujet que vous souhaitez aborder, vous pouvez nous appeler maintenant en toute liberté. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, Kamel à l'appareil. Oui. Bonsoir Kamel. Alors, écoute, Christophe, mon cher Christophe, je voudrais vous féliciter les uns et les autres, la radio, pour cette excellente interview de Brahim. Ce qu'il a fait passer, son histoire, moi, elle m'a transporté, elle est d'une profondeur exceptionnelle, elle est faite avec des mots simples, et où ce qui dominait dans cette histoire, c'est l'amour. Et l'amour, pour moi, c'est plus fort que tout. Je suis très attentif à ce qu'il a dit, à cette histoire dont chacun devrait retenir le supplément d'âme de cette histoire. Et ce qu'il faut retenir, Kamel, aussi, on n'en a pas parlé avec lui, mais c'est le manque de solidarité de ses compatriotes artistes marocains qui n'ont absolument pas pris, ne serait-ce que quelques minutes pour l'écouter, pour l'aider. Non, parce que attention, c'est une histoire quand même qui comporte de risques pour certains, qui ont certes un sujet sensible, qui ont des intérêts au Maroc et chacun lui dit écoute Brahim, t'es gentil mais ton histoire non, on n'a pas envie de s'impliquer, on n'a pas envie de perdre nos intérêts. Donc tous les artistes que vous connaissez là, les grands artistes aujourd'hui, il a été les voir, il leur a demandé de l'aide, personne ne lui a tendu la main. Eh ben il aurait dû les mentionner. Très sincèrement, moi je pense, elle est émouvante cette histoire, elle est belle, elle est forte. Il a dit ce qu'il avait à dire, il a parlé de sa femme, de ses enfants, de cet amour. Et je te dis très sincèrement, je vous dis très profondément, l'amour est plus fort que tout. Ok, donc c'est ce parti-là qu'il faut prendre. Il a su le prendre à un moment et il a raison. S'il nous écoute dans sa voiture ou là où il est, il est là. Merci Brahim. Merci Brahim. C'est vraiment un sens profond de l'amour et ce que tu véhicules et ce que tu as raconté doit servir et je crois que c'est l'intérêt de ton livre. Moi, je vais me le procurer, bien évidemment, mais au-delà de me procurer, c'est ça qu'il faut faire passer. Et on est à tes côtés et je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et auditrices qui ressentent cette même chose. Bravo. Ce que je peux te dire, c'est bravo et merci. Merci Kamel, ça me touche. Merci infiniment, mon frère. Ton témoignage, ça me touche énormément. Merci, j'avais même les larmes aux yeux. Merci Kamel. Non, merci infiniment. Je te remercie mon frère. Merci Kamel. Que ça donne une leçon à tout le monde et que ça puisse éveiller des vocations chez certains et ne jamais rester dans le silence. Exact. Et être aux côtés, vraiment il faut le faire. Merci Brahim et merci à vous la radio. Merci Kamel. Ça s'appelle L'Enfant égaré. Merci beaucoup Brahim en tout cas. Merci. Voilà, je suppose que tu as, au-delà du témoignage de Kamel, ému un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs qui ont écouté et qui, j'en suis sûr, vont acheter le livre, vont télécharger. Ça coûte combien? 13 €. Voilà, 13 €.
13 €, c'est rien. Après, sur Amazon, je crois qu'il a 11,50 €. L'enfant égaré. Nature, peinture, super, Brahim, j'adore. Merci beaucoup, Brahim. En tout cas, à très très vite. Et dès qu'il se passe quelque chose, tu reviens ici, la porte est grande ouverte, de Grand Forum, France Maghreb 2. Merci, Audrey. Et j'espère que peut-être que parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui nous écoute, je sais pas, un scénariste, un producteur, voilà, vous avez envie de faire de cette histoire un film. Ouais, parce que ça aurait encore plus d'impact. Ouais. Et ça ferait un excellent film. Ouais, voilà. Excellent, et même une belle histoire. Une belle histoire. Enfin, belle histoire. Ouais. Ça peut aider des personnes, je pense. La morale, elle est... La morale, ouais, ça peut donner de l'espoir. Moi, c'est ça qui est mon but, donner de l'espoir à d'autres personnes, à d'autres enfants orphelins, que dans la vie, il faut jamais baisser la bras, il faut toujours s'accrocher, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. J'espère que retrouver un producteur, un réalisateur, hein. Voilà, je partage. Sur Facebook, on peut te retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, Brahim Karmaoui, c'est très facile. Oui. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Hein. Merci ma chère Audrey. Au revoir. Au revoir. Et à demain à partir de 16h avec Eric Coquerel qui sera notre invité sur France Maghreb 2. Un entretien aussi là très différent pour le coup. Eric Coquerel, député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, invité du LGF demain. Dans un instant, l'excellent Medjed sur France Maghreb 2. Il va vous remettre un peu de bonne humeur dans la radio. Et juste après, les infos. Excellent début de soirée. Merci d'écouter France Maghreb 2. Voici le rappel de l'actualité en ce lundi soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. 2 immeubles se sont effondrés dans le centre-ville de Marseille. Il y a 2 blessés légers. D'importants moyens sont déployés pour inspecter les décombres à la recherche de victimes éventuelles. Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement, a indiqué que des immeubles aux alentours menaçaient de s'effondrer, ce qui ralentit les opérations de secours. La justice française lance des mandats d'arrêt contre 3 responsables du régime syrien. Les enquêteurs souhaitent l'interpellation de ces 3 hauts responsables des services de renseignement de Bachar al-Assad. Les poursuivre pour complicité de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Un gendarme de la garde républicaine s'est suicidé avec son arme de service dans les jardins de Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe, actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie, a adressé à la famille du défunt ses plus sincères condoléances. Face à la colère des automobilistes, le gouvernement tient bon. La hausse des taxes sur le carburant sera maintenue. L'Élysée promet des annonces, mais pas de généralisation du chèque carburant. À l'étranger au Cameroun, 79 élèves ont été kidnappés dans le nord-ouest du pays. 3 adultes ont été enlevés avec eux. On ignore pour l'heure qui est à l'origine de cet enlèvement. Mais cette région est en proie à un conflit armé entre des séparatistes réclamant l'indépendance des zones anglophones du pays et les forces de sécurité camerounaises. Philippe Lançon, rescapé de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, a reçu aujourd'hui le prix Femina pour son livre Le Lambeau. Kylian Mbappé est le joueur le plus cher au monde selon les évaluations de l'Observatoire du football CIES avec 216,5 millions d'euros. Le jeune attaquant du PSG devance Harry Kane et Neymar. Et déjà beaucoup de casse après le départ de la route du Rhum, après les avaries d'Armel Lecléache et Sébastien Josse sur leur maxi trimaran. Thomas Coville est à son tour victime d'un incident dans la catégorie ultime. L'un des carénages de son bateau s'est cassé. Il se déroute actuellement vers l'Espagne. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.